Et donc nous vivons dans un monde où aujourd'hui on nous demande d'aller toujours plus vite. Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut dépenser environ 1 milliard pendant 10 ans, donc prendre beaucoup de risques. Il y a des investisseurs qui sont spécialisés en santé aujourd'hui, qui donnent du temps aux sociétés, le temps qu'il faut pour développer un médicament correctement. Et ce temps-là, il est essentiel pour ne pas compromettre la vie des gens au final. Salut Khalid, est-ce que tu veux te présenter? Merci pour l'invitation. Je m'appelle Khalid. J'ai fait un master spécialisé en management des entreprises du biomédical à GEM et je suis aujourd'hui responsable des relations investisseurs au sein d'un groupe pharmaceutique en France. Concrètement, à quoi ressemble ton métier en tant que responsable des relations investisseurs? Alors très bonne question. Le métier, consiste à faire le lien entre le marché financier et tous les des activités internes de la société. Donc il y a 2 volets. Le premier volet, c'est de garder la relation avec, les analystes financiers qui couvrent la société, mais également avec nos investisseurs et aussi avec, les autorités de marché, financiers qui également portent un regard sur la société et donc ça, c'est l'aspect, je dirais, externe. Il y a l'activité interne maintenant qui est aussi importante. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait pour la préparation en fait des documentations et des communiqués de presse qui vont être externalisés. Donc c'est les lecteurs. Les lecteurs seront les investisseurs, les analystes financiers et donc pour cela, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la rédaction des documents, des présentations, mais aussi des mises en relation avec, des différents départements au sein de l'entreprise, notamment des départements financiers, médicaux, R&D et tout ça en fait, pour, partager de manière la plus transparente et claire l'information qui découle de l'activité de la société. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours pour exercer ton métier aujourd'hui? Moi, à la base, j'ai fait un parcours essentiellement scientifique, donc commencé par un bac scientifique. Par la suite, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en biotechnologie à Strasbourg, qui m'a donné, une base, scientifique dans le milieu, biomédical et aussi de la biologie. Donc c'est un équivalent de bac plus 5, donc diplôme d'ingénieur et donc très rapidement, lors de mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais beaucoup l'aspect scientifique d'un point de vue intellectuel, mais l'aspect pratique, n'était pas fait pour moi et donc je me suis, réorienté vers le côté un peu plus, business parce que, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans ce secteur-là, mais tout en voulant garder le côté scientifique. En cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait un master spécialisé qui était parfaitement, fait pour des personnes scientifiques qui voulaient se réorienter vers un côté business. Donc c'est le master spécialisé de GEM, qui permet aux étudiants avec une formation scientifique de mettre en perspective leur valeur scientifique dans un contexte plus business. Et donc, ça m'a permis en fait de faire un stage, voire une alternance, au sein d'un groupe pharmaceutique. À la fin de mon stage, au sein du groupe pharmaceutique, j'ai ensuite, décroché mon premier job sur les marchés financiers. Donc, en tant qu'analyste financier au sein d'une banque d'affaires. Donc j'étais spécialisé sur la partie biotechnologie et pharmacie des entreprises qui sont cotées en bourse. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et en 2025, 5 ans après avoir, été diplômé, au sein du master, spécialisé de GEM, j'ai pris le rôle, de responsable relations investisseurs au sein du groupe pharmaceutique. Je fais ça depuis environ 12 mois et je suis très content, d'avoir fait ce choix. Donc tu as fait un master spécialisé AGEM pour, te spécialiser avec cette partie un peu plus business. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a plu et les avantages de ce master dans cette approche un peu hybride? Donc l'avantage ou plutôt les aspects différenciants de ce master se situent, je dirais, en trois parties. La première partie, c'est que c'est un master qui offre, une formation en alternance. Donc ça permet aux étudiants d'avoir un pied dans l'entreprise et en plus d'avoir un salaire. Et en plus, ça permet également de payer les frais de scolarité qui sont souvent élevés en école de commerce. Le deuxième volet, c'est que le master était, 100 en anglais, ce qui ouvre, à l'international. Et la troisième force, de ce master, c'est qu'il offre, la possibilité aux étudiants de travailler sur des projets issus du monde réel. Donc à la fois sur le plan, individuel, mais aussi en termes de projets de groupe. Donc il y a pas mal d'entreprises qui viennent vers le master pour que les étudiants puissent travailler sur des projets bien spécifiques, comme des consultants externes. Ça peut être l'étude de marché, d'un secteur bien particulier, par exemple, l'étude de marché de la sclérose en plaques, et donc ce qui permet aux étudiants de rajouter une ligne en plus sur le CV, puisqu'ils travaillent avec soit des entreprises, soit des cabinets de consulting, et donc je trouve ça hyper valorisant.
et très différenciant par rapport à d'autres masters qui existent aujourd'hui en France. En quoi le fait d'avoir une double culture sciences-management, c'est un vrai atout dans un groupe pharmaceutique? Bonne question. Alors, dans un premier temps, je pense que ça permet aux étudiants qui ont ce double cursus de se différencier dans le processus de recrutement. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir un bagage en plus comparé aux étudiants qui sont purement issus d'une formation scientifique ou financière. Et donc, une fois passé cette étape, dans le métier lui-même, je pense que la double casquette permet à l'étudiant de comprendre tous les aspects business. Donc, dans une entreprise pharmaceutique, il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets qui allient plein de sujets, donc à la fois médical, à la fois scientifique, à la fois financière, à la fois stratégique. Et donc, je pense que c'est la grande force d'avoir une double casquette. Et ça permet également de mettre en relation des personnes qui sont hyper spécialisées dans chaque secteur. Par exemple, moi, ça m'est arrivé bien souvent de mettre en relation un médecin avec un analyste financier, ou même dans mon ancien métier, de mettre en relation des fondateurs de start-up ou de fondateurs de biotechnologie avec des fonds d'investissement. Donc ça permet de croiser les deux mondes ou plusieurs mondes, et je trouve que c'est une grande force aujourd'hui. Ça peut être un peu surprenant de parler de finance et de médical en même temps. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette partie finance, c'est très utile dans ton groupe pharmaceutique? Je pense qu'en France, si on prend le cas de la France, on voit que les formations sont très cloisonnées pour commencer. On a des filières qui sont purement scientifiques, on a des filières qui sont purement financières. Et donc, je pense que le cloisonnement en fait des différentes filières commence par ici. Et puis, je pense que c'est aussi un aspect culturel. En France, on voit que le métier médical ou le métier de la science rend une image très vocationnelle, ou même, d'ordre public ou d'intérêt général. Alors que la finance, par opposition, rend une image plus, de rendement, plus d'actionnariat, qui peut être parfois vu de manière assez péjorative. Donc, allier les 2 est souvent vu de manière, non naturelle. Mais tout cela fait sens dans une entreprise pharmaceutique parce qu'en fait, dans ce milieu-là, on est en train de développer un nouveau médicament. Donc, on est à la pointe de l'innovation, mais cette innovation, elle requiert également de l'investissement, donc de tous les sujets scientifiques. Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut dépenser environ 1 milliard d'euros pendant 10 ans, donc prendre beaucoup de risques. Parce que développer un médicament aujourd'hui, ça prend énormément de temps, énormément d'argent. On a une vocation à vouloir traiter des patients, mais derrière, on a aussi une entreprise, en fait, qui doit aussi faire des bénéfices. Donc il faut savoir allier, les 2, donc l'intérêt général voilà, de traiter des patients, mais aussi, on doit aussi répondre à des investisseurs, donc l'actionnariat. Donc il faut, voilà, pouvoir répondre aux 2 mondes, et donc c'est pas forcément évident, et donc la formation scientifique et financière aide, à une personne voilà, qui est dans ce milieu-là. Et j'ai une question, par rapport aux investisseurs. Est-ce que ça peut être des particuliers qui ont, beaucoup d'argent, qui veulent donner à la science, par exemple, et qui font des dons, et ou ça peut être aussi l'État, ça peut être. Donc nous avons plusieurs catégories d'investisseurs. On a une première catégorie d'investisseurs qui sont, présents et qui financent en fait la science dans un point de vue philanthropique. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont vécu ou qui ont des proches qui ont succombé à certaines maladies. Donc, par point de vue philanthropique, ils veulent faire avancer la science pour développer des traitements, pour guérir des patients qui eux-mêmes ont des mêmes problèmes que leurs proches, donc ils n'attendent rien en retour. Et après, nous avons des investisseurs qui sont plus institutionnels, ça veut dire que c'est des investisseurs professionnels. Donc eux, à l'inverse des investisseurs philanthropiques, ils attendent un retour sur investissement. Donc ils vont investir dans un projet dans lequel ils croient fortement. Ils vont attendre leur retour sur investissement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et donc là, il y a beaucoup plus de pression étant donné, en fait, qu'ils vont avoir une certaine emprise ou un certain contrôle sur les activités de la société pour être sûr de capitaliser sur, l'investissement qu'ils ont fait au départ. Et du coup, est-ce que parfois cette pression, elle peut, pas fausser les résultats, mais en tout cas, induire sur, la productivité ou, la rapidité de mise en place des traitements? Alors c'est une très bonne question. Donc, pour développer un médicament, il faut un certain temps, un temps qui est souvent incompressible parce qu'en fait, on a différentes phases cliniques. On commence souvent par la phase préclinique, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc chaque phase a un temps, qui est déterminé, et malheureusement, en fait, prendre des raccourcis, pour aller gagner du temps, en fait, est souvent défavorable. Ça crée des dangers ou même induit des risques pour que le médicament soit défectueux
lorsqu'il va arriver au patient. Et donc, nous vivons dans un monde où aujourd'hui, on nous demande d'aller toujours plus vite avec des coûts réduits. Et donc, on observe souvent en fait des entreprises qui sont sous pression, soit de la société, soit d'autres organismes ou des investisseurs, pour aller plus vite avec moins d'argent, avec moins de moyens. Et ça oblige certaines sociétés, certains organismes à prendre des raccourcis, heu et donc qui au final, en fait, détruisent la valeur. Et donc tout ça, ça peut avoir un effet assez négatif lorsque le produit arrive sur le marché, ouais. Donc il faut avoir son plan de route et aussi, faire comprendre aux investisseurs que, l'innovation et le temps, qu'il faut pour produire un médicament ne peut pas être, compressé. Alors je pense aujourd'hui qu'il y a des investisseurs qui sont spécialisés en santé aujourd'hui, qui donnent du temps aux sociétés, le temps qu'il faut pour développer un médicament correctement, et ce temps-là, il est essentiel pour ne pas compromettre, la vie des gens au final. Et toi, comment tu gères cette pression et qu'est-ce que tu mets en place pour éviter justement de prendre ces risques? Je pense que tout joue sur la transparence, Donc, en interne, dans un groupe pharmaceutique, on a un plan de développement qui souvent s'étale sur, pas mal d'années, sur souvent 5, 10, voire 15 ans en fonction des aires thérapeutiques. Et donc on est souvent, confrontés à des investisseurs qui nous demandent constamment une mise à jour. Une mise à jour en fait, de l'essai clinique ou quand est-ce que le produit arrivera sur le marché. Donc, là le but ce n'est pas de mentir, c'est vraiment de donner en fait, un état des lieux sur l'horizon de développement, toute la transparence, et de dire en fait que nous faisons de notre mieux pour faire les choses correctement, c'est-à-dire, sous le contrôle, en fait, des autorités réglementaires, que ce soit peut-être de la FDA ou l'IMA, en fait, qui met en place, en fait, un protocole clinique. Donc on doit suivre rigoureusement ce protocole clinique. Et donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et donc, l'investisseur, il est obligé, en fait, de comprendre qu'il y a un délai incompressible, pour mettre un médicament sur le marché. Et donc voilà, le rôle, c'est d'être le plus transparent possible, tout en donnant l'information, adéquate, et ne pas trop en dire non plus. Donc je pense que le métier aussi, c'est ne pas donner des informations confidentielles. Donc, tu as une casquette un peu aussi diplomatique dans cette relation avec tes fonds d'investissement, ces investisseurs, Ouais. pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et en même temps, comprendre la notion de contrainte temporelle Ouais. pour que les essais cliniques et le médicament ou voilà, la solution qui est développée au final soit faite dans les règles de l'art Ouais. et pour le bon public de la bonne façon. C'est ça, c'est ça. Donc, le rôle est là, c'est relation investisseur. Donc il faut entretenir la relation avec, les différentes parties prenantes. Chaque investisseur est différent. Il faut aussi jouer sur la personnalité de l'investisseur. Certains sont très, axés sur la partie scientifique. Tout ce qui les intéresse, en fait, c'est l'aspect scientifique, science. D'autres sont plus axés vers, la rentabilité financière. Donc il faut savoir jongler entre les différentes personnalités, les différents interlocuteurs. Donc, je pense qu'avoir une personnalité aussi, diplomate, joue aussi dans ce rôle, ouais. C'est super intéressant et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une journée type? À quoi ça ressemble pour toi? Elle commence généralement autour de 8h30, 9h. C'est à ce moment-là, en fait, que toutes les actualités, du marché vont être, publiées. Donc, les analystes financiers, ils vont publier sur les actualités de l'entreprise ou même, des concurrents, de marché. Nous lisons beaucoup ce qui se passe sur l'aspect économique, enfin macroéconomique plutôt, ce qui se passe en France, sur la partie budget, sur la partie, européen aussi, les aspects macroéconomiques, les guerres, tout ça, ça peut influencer tout ce qui se passe au sein de la vie d'entreprise. Donc il faut vraiment balayer l'actualité de manière large, d'un point de vue entreprise, mais aussi d'un point de vue, pharmaceutique de manière large, mais aussi d'un point de vue, européen, et aussi d'un point de vue mondial, parce qu'en fait, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça va influencer en fait l'activité européenne, voire même, en France. Donc il faut, passer beaucoup de temps le matin à lire l'actualité, la condenser pour ensuite la passer à nos dirigeants. Donc on fait aussi souvent, à la fin de l'exercice en fait de balayage, un petit compte rendu à nos dirigeants. Donc on travaille beaucoup avec notre directeur général et notre, directeur financier, qui est très demandeur en fait de ce qui se passe sur l'aspect, macroéconomique. Donc, ça nous prend environ 1 heure à 2 heures le matin, tous les matins. Et ensuite, nous discutons souvent avec, les analystes financiers. Ils nous posent souvent des questions par mail ou même, ils nous appellent au téléphone pour avoir quelques informations sur l'actualité de la société. Donc on doit être joignable
pour répondre à leurs questions. Puis à l'heure du déjeuner, soit on déjeune, en interne ou alors on fait des déjeuners à l'extérieur avec soit des investisseurs ou même avec, des analystes financiers et après l'après-midi, je pense que c'est un moment en fonction en fait de l'actualité de l'entreprise. Souvent, on est amené à faire un peu plus de ce qu'on appelle du back office, donc travailler sur les documents, les communiqués de presse, les présentations, travailler sur, le calendrier de l'année parce qu'on participe à beaucoup d'événements dans l'année, donc beaucoup de préparation sur l'année, sur un d'un point de vue événementiel et à la fin aussi, il y a beaucoup de voyages aussi qu'on fait. Donc on participe aussi à beaucoup de conférences en France, aux États-Unis, en Europe, pour aller rencontrer, tous ces gens-là et donc moi j'aime beaucoup ce métier parce que, en fait, on s'ennuie jamais. J'allais te demander justement, c'est quoi ce que tu préfères dans ton métier? Je pense que la partie que je préfère dans ce métier, c'est souvent qu'il y a pas un jour qui se ressemble. Chaque jour est différent, tout simplement parce qu'en fait, l'actualité est différente, d'un jour à l'autre. L'actualité de l'extérieur, elle influence beaucoup de comment est-ce qu'on va, traiter l'information et comment est-ce qu'on va travailler, au jour le jour et donc ça, c'est la partie qui est très dynamique du métier et j'aime aussi le fait qu'on soit au carrefour de l'information, donc à la fois, en interne dans l'entreprise, mais également en externe. Donc on internalise l'information qu'on reçoit à l'extérieur en interne pour les partager en interne et aussi, en fait, on va aller chercher l'information en interne pour l'externaliser. Donc ce qui fait qu'on est un peu les porte-parole, de l'entreprise et donc je trouve ça assez fascinant. Une adaptation, en permanence, que ça soit, avec l'évolution, des marchés financiers, ce qui se passe dans le monde, géopolitique et cetera et aussi une adaptation au niveau des interlocuteurs qui ont des objectifs différents et qu'il faut savoir traduire, pour, mettre en place les différentes solutions dans ton entreprise. Exactement, c'est un peu la difficulté du métier. L'extérieur fonctionne différemment l'entreprise, la cadence elle est différente et donc le but c'est de pouvoir mettre au même niveau tout le monde à un moment donné pour qu'on bouge tous dans la même direction au final, ouais. Et finalement, une question, qui va, je pense, vous intéresser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du salaire en sortie d'études et puis ensuite avec quelques années d'expérience? Oui, tout à fait. Donc de manière générale, je pense qu'en sortie de master spécialisé de GEM, on peut prétendre, un salaire annuel, autour de 50 à 60 K en fixe. Au bout de 5 ans, je pense qu'on peut facilement aller chercher, les 70-80-85 K annuels. Au bout de 10 ans d'expérience dans le métier, je pense qu'on peut être autour de 150, K, voire 200 K. Donc ça, c'est tout l'aspect, je dirais, fixe. Il y a tout l'aspect variable qu'on appelle aussi l'aspect bonus, qui varie en fonction de plein de paramètres. Ça peut être un paramètre, personnel, ça peut être un objectif, ça peut être le dépassement un objectif personnel, mais aussi de son groupe. Ça peut aussi être influencé par la performance de l'entreprise. Donc, sur les années les plus seniors, je pense au bout de 10 ans, le variable, il est beaucoup plus conséquent. On peut être, autour de 250, K si on prend la partie, fixe plus variable. Et il y a quand même, des primes aussi en sortie d'études? Alors, le variable existe également en sortie d'études, mais il n'est pas significatif. Il est souvent, capé, je dirais, à 5 à 10 du salaire fixe annuel. Donc, ce pourcentage-là, il augmente en fonction de ta maturité, dans l'entreprise. Est-ce que pour les étudiants un peu scientifiques qui nous regardent, tu aurais un conseil à leur donner? Donc les étudiants qui sont issus de filières scientifiques sont souvent amenés à se spécialiser dans ce secteur scientifique et si vous sentez que comme moi, vous sentez pas à l'aise dans cette spécialisation, il faut surtout pas hésiter à parler autour de vous, de prendre la température de personnes qui font un autre métier que le vôtre et de pouvoir aussi, en fait, faire une rétrospective sur ce qu'on aime faire. Moi, j'ai très vite, par exemple, je reprends mon cas. Au bout de 5 années d'études, j'ai compris que j'aimais beaucoup l'aspect intellectuel de la science, mais j'aimais pas du tout la pratiquer et donc j'ai cherché d'autres voies qui me permettaient, en fait, d'avoir quand même cette partie scientifique-là, mais tout en faisant d'autres choses et ce qui m'a permis aujourd'hui de faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc, il y a un champ des possibles qui existe aujourd'hui et que forcément les écoles n'ont pas forcément toutes les clés. Donc, c'est aussi à vous aussi d'aller chercher un peu l'information. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une ère où l'information est quasiment, partout. Donc, je pense qu'il faut aussi je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous poser aussi les questions sur ce que vous aimez faire et ne pas vous mettre dans des cases. Parce que moi, si je m'étais mis dans des cases, j'aurais jamais pu découvrir le métier que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup, Khalid, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu plus, clair dans ce monde, finance, sciences, management,
médicale et je lui dis à plus sur Totis.